Fin août 2004. Une unité de la préfecture de police descend sous le palais de Chaillot pour un exercice d'entraînement. Rien d'exceptionnel, les policiers s'entraînent régulièrement dans les sous-sols de Paris. Ils avancent dans une galerie étroite. Ils débouchent sur une porte. Derrière la porte, une salle d'environ 400 mètres carrés. Et dans cette salle, il y a un écran de cinéma, du matériel de projection professionnel, des sièges taillés dans la roche, un bar entièrement approvisionné, une cuisine, un téléphone qui fonctionne, et un système d'alarme qui, dès qu'ils franchissent le seuil, déclenche l'enregistrement d'aboiements de chiens. Il n'y a personne. Cette salle se trouve sous le Trocadéro, au cœur du 16e arrondissement de Paris, à quelques dizaines de mètres de l'un des sites les plus photographiés du monde. Elle est alimentée en électricité par une source que personne n'identifie. Elle est reliée au réseau téléphonique par une ligne que personne n'a déclarée. Et aucune administration française, ni la préfecture, ni la mairie, ni l'inspection générale des carrières, dont c'est pourtant le métier de connaître le sous-sol parisien, n'a la moindre idée de son existence. 3 jours plus tard, la police revient avec des électriciens pour identifier d'où vient le courant. La salle est vide, le matériel a disparu, les câbles ont été sectionnés et au milieu du sol, il y a un mot, 3 mots exactement. Ne cherchez pas. 22 ans après, personne n'a jamais été identifié, personne n'a jamais été condamné et personne n'est capable de dire combien d'autres salles comme celle-là existent sous nos pieds. Cette année, un film sorti pour 10 millions de dollars en a rapporté plus de 330 en racontant exactement ça. Un monde de couloirs sans fin sous le monde. Sauf que sous Paris, ce n'est pas une fiction d'internet. C'est 300 km de galeries réelles. Et l'État a perdu le contrôle il y a longtemps. Il faut d'abord régler un malentendu, parce que presque tout le monde se trompe là-dessus. Quand on dit les catacombes de Paris, la plupart des gens pensent au musée. Cette file d'attente place d'Enfer Rochereau, l'escalier en colimaçon, l'inscription « Arrête, c'est ici l'empire de la mort », les murs d'ossements alignés au cordeau. 2000 visiteurs par jour. Le site a d'ailleurs fermé le 3 novembre 2025 pour une rénovation lourde de ses installations techniques et il a rouvert au printemps 2026. Ce musée fait environ 1,5 km. Le réseau réel en fait 300. Sous Paris, il n'y a pas des catacombes, il y a d'anciennes carrières. Pendant des siècles, on a extrait de la pierre calcaire et du gypse sous la ville pour construire la ville au-dessus. Notre-Dame, le Louvre, les immeubles haussmanniens, tout ça est sorti du sol parisien. On a creusé, et on a fini par creuser sous les quartiers habités. Certaines de ces galeries datent du XVe siècle. Au XVIIIe siècle, ça a commencé à s'effondrer. Des rues entières se sont affaissées, des maisons ont basculé, des gens sont morts. L'État a créé en 1777 un service dédié, l'inspection générale des carrières, chargée de cartographier, consolider et surveiller ce gruyère. Son premier inspecteur s'appelait Charles-Axel Guillaumeau, et il a pris une décision dont les conséquences se voient encore aujourd'hui. Il a fait graver, sur les parois des galeries, le nom des rues situées juste au-dessus, pour qu'on sache toujours, sous terre, où l'on se trouve à la surface. Ces plaques existent toujours. Elles ont plus de 2 siècles. Et elles sont devenues, pour ceux qui descendent aujourd'hui illégalement, l'outil de navigation principal. L'État a fabriqué lui-même la signalétique qui permet de se déplacer dans le réseau qui l'interdit. L'ossuaire, lui, arrive plus tard. En 1780, un mur du cimetière des Saints-Innocents cède et déverse son contenu dans la cave d'un immeuble voisin. Les cimetières parisiens sont saturés depuis des décennies. On empile les corps, la terre gonfle, l'air est irrespirable, les riverains tombent malades. La décision est prise de vider les cimetières et de transférer les ossements dans une partie des anciennes carrières. À partir de 1786, pendant des années, l'opération se déroule de nuit. Des convois de charrettes recouvertes de draps noirs traversent Paris à la lueur des torches, escortés par des prêtres qui chantent l'office des morts.
6 millions de personnes finissent ainsi sous la ville, empilées puis, plus tard, rangées en murs décoratifs par des ouvriers qui font de l'art avec des tibias. Mais retenez bien ceci, cet ossuaire n'occupe qu'une fraction minuscule du réseau. Le reste, c'est du vide. Des kilomètres de couloirs, de salles, d'escaliers, de puits, de conduits d'aération, de chambres dont personne n'a l'usage. Depuis un arrêté préfectoral de 1955, y descendre est interdit. L'interdiction a été prise après une série d'effondrements. Elle n'a jamais été levée. Elle n'a jamais été respectée non plus. Parce qu'il existe, à Paris, une population entière qui vit ces galeries comme un territoire. On les appelle les cataphiles. Et si vous imaginez des marginaux, vous vous trompez encore. Les profils vont de l'étudiant en histoire à l'ingénieur, du photographe à l'architecte, du géologue amateur au cadre qui redescend tous les samedis depuis 15 ans. Ils ont leurs cartes, leurs itinéraires, leurs noms de salles, leurs codes, leur mémoire orale. Certaines chambres ont été aménagées, peintes, sculptées, meublées. Il y a des lieux là-dessous que des générations de cataphiles se transmettent comme on transmet une adresse. Il faut comprendre à quoi ressemble concrètement ce monde, parce que ça ne ressemble à rien de ce que vous imaginez. Les galeries ne sont pas des couloirs réguliers. Certaines font 3 mètres de haut, d'autres vous obligent à ramper sur plusieurs dizaines de mètres dans des boyaux qu'on appelle des chatières. Certaines sont sèches, d'autres ont de l'eau jusqu'aux genoux en permanence. Il y a des carrefours, des culs de sac, des puits verticaux, des éboulements consolidés au XIXe siècle avec des piliers de pierre montés à la main. Et il y a des salles, beaucoup de salles. Elles portent des noms transmis oralement depuis des décennies. On parle de la plage, de la salle Z, du cellier, du château. Certaines ont été aménagées, des bancs de pierre taillés, des tables, des fresques peintes sur les parois, des sculptures creusées directement dans le calcaire par des gens dont personne ne connaît le nom. Il existe, sous Paris, un patrimoine artistique entier qui n'est répertorié dans aucun inventaire et que personne n'a jamais évalué. Se repérer là-dedans demande des années. Les cataphiles expérimentés ne se déplacent pas avec un plan officiel. Ils se déplacent avec des cartes recopiées, annotées, transmises de main en main, corrigées à chaque descente. Un savoir purement oral et manuscrit, entretenu par une communauté qui n'a ni structure, ni chef, ni registre. Face à eux, il y a une brigade spécialisée de la préfecture de police que les cataphiles surnomment les cataflics. Elle patrouille, elle verbalise, elle mure les accès. Et elle perd. Elle perd depuis 70 ans, pour une raison purement arithmétique. On ne surveille pas 300 km de galeries souterraines avec une brigade. Chaque entrée murée est rouverte ailleurs. Chaque plan saisi a déjà été recopié 10 fois. Et il faut ajouter à ça que le réseau ne se limite pas aux carrières. Il communique par endroits avec les égouts, avec des caves d'immeubles, avec d'anciens abris, avec des ouvrages techniques du métro. Ce n'est pas un système fermé qu'on pourrait verrouiller. C'est un tissu. Retenez bien cette asymétrie, c'est elle qui rend possible tout ce qui suit. Et pour comprendre à quel point cet endroit est ancien et à quel point il a toujours échappé à tout le monde, il faut remonter à une nuit de novembre 1793. Cette nuit-là, un homme s'appelle Philibert Asper. Il est portier de l'hôpital du Val-de-Grâce. On est en pleine terreur. Il descend un escalier situé dans la cour du couvent, une bougie à la main, et il s'engage dans les anciennes carrières. Selon la version la plus répandue, il cherchait les caves des Chartreux, sous l'actuel jardin du Luxembourg, où l'on disait qu'était entreposée la fameuse liqueur des moines. Il ne remonte jamais. Son corps est retrouvé 11 ans plus tard, en 1804, dans une galerie située sous l'actuelle rue Henri Barbus, qui s'appelait alors, et ça ne s'invente pas, la rue d'Enfer. On l'identifie grâce à son trousseau de clés du Val-de-Grâce. On l'enterre sur place. Une stèle est dressée à l'endroit exact, et elle y est toujours. L'épitaphe dit « À la mémoire de Philibert Aspert,
Perdu dans cette carrière le 3 novembre 1793, retrouvé 11 ans après et inhumé en ce même lieu le 30 avril 1804. 11 ans. À quelques centaines de mètres de la surface, dans une ville qui comptait déjà 600 000 habitants. Alors demandez-vous ceci, honnêtement. Si en 1793, un homme peut disparaître pendant 11 ans à 300 mètres d'une rue passante, qu'est-ce qui a réellement changé aujourd'hui? La réponse est la technologie de surface. Sous terre, il n'y a pas de réseau, pas de GPS, pas de caméra, pas de couverture. Un téléphone portable dans les carrières est un objet mort. C'est exactement le décor que le cinéma d'horreur essaie de fabriquer artificiellement depuis 20 ans. Un lieu où l'on ne peut appeler personne, sauf qu'il existe, qu'il est immense et qu'il est sous une capitale européenne. Revenons maintenant à cette salle de cinéma. Ce que la police découvre en 2004 n'est pas un bricolage, c'est une installation. Le matériel de projection est professionnel. Le bar est approvisionné. La cuisine fonctionne. L'endroit a un nom, choisi par ceux qui l'ont construit, les arènes de Chaillot. Et il ne s'agit pas d'une lubie de quelques nuits. Pendant tout l'été 2004, cette salle a accueilli un véritable festival avec une programmation. Des films noirs des années 50, des classiques, des thrillers récents, des dizaines de projections dans une salle creusée sous le Trocadéro, devant un public qui savait où descendre et qui savait se taire. L'affaire éclate dans la presse le 11 septembre 2004 et elle fait le tour du monde. Le journaliste du Guardian qui obtient un entretien avec eux en tire un portrait qui reste, encore aujourd'hui, la meilleure description qu'on ait. Ils sont au maximum une quinzaine. Ils ont entre 19 et 42 ans. Et leurs métiers vont d'infirmière à étalagiste, de maçon à réalisateur de cinéma. Ce ne sont pas des criminels, ce ne sont pas des marginaux, ce sont des gens qui, le lundi matin, retournent travailler. Et il y a un détail que je trouve extraordinaire dans leur manière de gérer l'affaire. Une fois la salle découverte et l'histoire dans tous les journaux, ils n'ont pas disparu dans le silence. Ils ont accordé des entretiens. Ils ont expliqué comment ils avaient construit l'endroit, comment ils avaient amené l'électricité, comment ils avaient tenu une programmation pendant tout un été. Ils ont raconté le chantier. Ils ont donné tous les détails, sauf un, qui ils étaient. Et la police, elle, n'avait rien. Pas d'empreinte exploitable dans un lieu fréquenté par des dizaines de personnes. Pas de témoins qui parlent. Pas de flagrant délit. Pas même une infraction évidente sur laquelle bâtir un dossier, puisque l'occupation d'une carrière souterraine ne rentre pas facilement dans les cases du code pénal. L'enquête n'a jamais abouti à quoi que ce soit. Le groupe qui a monté la salle porte un nom volontairement absurde, la Mexicaine de perforation. C'est une cellule d'un ensemble plus vaste qui se fait appeler les UX, pour Urban Experiment. Et l'histoire des UX est, à mon sens, l'une des plus stupéfiantes qu'on puisse raconter sur le rapport entre un État et son propre territoire. Ils se sont formés en septembre 1981. Et leur tout premier acte a été de voler les plans. Pas une carte touristique, les plans des passages souterrains et des tunnels de Paris. Sur cette base, ils ont passé des décennies à explorer, à documenter et à construire quelque chose qui ressemble à une administration parallèle, parce que les UX ne sont pas un groupe informel. Ils sont organisés en équipes spécialisées. Une équipe entièrement féminine, surnommée la Mouse House, spécialisée dans l'infiltration. Une équipe qui gère un système de messagerie interne et un réseau radio codé. Une équipe qui tient une base de données. Une équipe photo. Une équipe la Lyonnaise des Os, qui explore les carrières et y réalise des sculptures. La Mexicaine de perforation, qui organise les spectacles. Et une équipe appelée Untergunther, qui fait de la restauration de patrimoine, avec l'aide d'architectes et d'historiens. Leur porte-parole public s'appelle Lazar Kunstmann. C'est à peu près le seul nom qu'on connaisse. La composition du groupe est restée secrète, et leur mission, telle qu'ils la formulent eux-mêmes, tient en une phrase «
récupérer et transformer les espaces urbains délaissés pour y créer des zones d'expression artistique, libres et indépendantes. Maintenant, gardez cette phrase en tête, parce que ce qu'ils ont fait ensuite dépasse largement le cinéma clandestin. Au Panthéon, à Paris, il y a une horloge monumentale du 19e siècle. Elle était à l'arrêt depuis les années 60. Le mécanisme se dégradait. L'administration ne la réparait pas. Faute de budget, faute de priorité, faute d'intérêt. Alors l'équipe Hunter Günther a décidé de s'en charger. Ils sont entrés clandestinement dans le Panthéon. Ils y ont installé, sous le dôme, un atelier complet. Ils ont fait venir un horloger professionnel, Jean-Baptiste Viotte. Et pendant environ 1 an, à l'insu totale de l'administration du monument, ils ont démonté, nettoyé et restauré l'horloge. Ils n'ont jamais été pris. Quand le travail a été terminé, en 2007, ils ont fait quelque chose que très peu de gens auraient fait. Ils sont allés prévenir l'administrateur du bâtiment. Ils lui ont expliqué ce qu'ils avaient fait et pourquoi. Le Centre des Monuments Nationaux a porté plainte. Écoutez bien la suite, parce que c'est le moment où tout bascule. L'affaire est allée devant un tribunal. 4 restaurateurs ont été poursuivis. Le juge a délibéré 20 minutes. 20 minutes. Puis il les a relaxés pour la raison, assez vertigineuse, qu'il n'existe pas en droit français d'infraction correspondant précisément au fait de s'introduire dans un monument public pour le réparer. L'un des représentants de l'accusation lui-même a qualifié les poursuites de stupides. Et l'histoire ne s'arrête pas là. En 2018, l'État a eu besoin d'un restaurateur officiel pour cette horloge. Il a nommé Jean-Baptiste Viotte, le même homme. Et ce sont ses travaux clandestins, ceux-là même pour lesquels il avait été poursuivi, qui ont été retenus comme preuve de sa qualification. Prenez la mesure de ce que ça raconte. Un groupe secret répare gratuitement un monument national que l'État laisse pourrir. L'État le poursuit. La justice constate qu'aucune loi ne le permet. Puis, l'État l'embauche. Alors on pourrait s'arrêter là et raconter une belle histoire de pirate du patrimoine. Ce serait honnête, mais ce serait incomplet, parce que si le sous-sol parisien est ingouvernable pour les artistes, il l'est aussi pour tous les autres. En août 2017, dans le 6e arrondissement, des cambrioleurs sont passés par les carrières. Ils ont percé le mur de la cave d'un immeuble depuis une galerie souterraine et ils sont repartis avec l'équivalent de 250 000 € de grands crus. Aucun système d'alarme n'était orienté vers ce mur, pour une raison simple. Personne, dans cet immeuble, n'avait envisagé que la menace puisse venir de dessous. C'est le mode opératoire idéal. Il n'y a pas de caméra dans les carrières. Il n'y a pas de témoins. Il n'y a pas de traces. Et il n'y a pas, pour les enquêteurs, de carte fiable à consulter pour reconstituer un trajet. La même année, 2 adolescents de 16 et 17 ans sont descendus dans le réseau. Ils s'y sont perdus. Ils y sont restés 3 jours. 3 jours dans le noir, dans une humidité constante, sans nourriture, sans repères. Il a fallu mobiliser des sauveteurs, des unités spécialisées, des chiens pisteurs, pour finir par les localiser sous le sud de Paris. Ils souffraient d'hypothermie légère. On n'a jamais su exactement comment ils s'étaient égarés. Et ce ne sont pas des cas isolés. En mars 2025, la question est remontée jusqu'au Sénat. Un parlementaire a interrogé le gouvernement sur les dangers des explorations illicites dans les carrières parisiennes. La réponse dresse un constat que je vous invite à écouter attentivement. Malgré les interdictions et malgré les dangers connus, les explorations clandestines persistent et les autorités compétentes, y compris l'inspection générale des carrières et les unités de police spécialisées, peinent à contenir le phénomène malgré des patrouilles régulières et des opérations de fermeture des accès illégaux. En 2025, l'État français reconnaît officiellement, dans un document parlementaire, qu'il ne maîtrise pas ce qui se passe sous sa capitale. Et les dangers, eux, sont parfaitement documentés. Des galeries du XVe siècle qui peuvent céder, des zones qui s'inondent brutalement, de l'air vicié dans les culs-de-sac, une désorientation totale parce que les repères visuels se ressemblent tous. Et,
plus prosaïquement, la possibilité de tomber sur des gens qui ne sont pas descendus pour la même raison que vous. Alors maintenant, il faut poser les vraies questions. La première, pourquoi cette histoire résonne-t-elle autant en ce moment ? Il y a une raison culturelle très précise et elle mérite qu'on s'y arrête, parce que c'est l'une des trajectoires les plus étranges de la culture populaire récente. Tout part d'une image postée anonymement sur un forum à la fin des années 2010. Une photographie banale, mal cadrée, sous-exposée, une pièce vide, des murs jaunâtres, une moquette usée, des néons, rien d'autre. Le texte qui l'accompagne raconte que si vous vous déplacez mal dans la réalité, vous pouvez glisser hors du monde et vous retrouver là, dans un espace de couloir identique qui s'étend sur des centaines de kilomètres, seul, sans sortie. Ça aurait dû rester une curiosité de forum. Un adolescent américain s'en est emparé et en a fait, sur sa chaîne vidéo, une série de faux documents retrouvés. Le résultat a été vu des dizaines de millions de fois. Un studio de cinéma indépendant lui a confié un long métrage. Et cette année, ce film est sorti. 10 millions de dollars de budget, plus de 330 millions de recettes dans le monde, le meilleur démarrage de l'histoire de son studio. Il est arrivé en France le 17 juin. Un post anonyme devenu, en quelques années, un des plus gros succès du cinéma mondial. Pourquoi ça marche ? Parce que ça touche quelque chose de très profond et de très différent de l'horreur classique. Il n'y a pas de monstre, il n'y a pas de tueur, il n'y a même pas vraiment de menace identifiable. Il y a un espace, vide, mal éclairé, indifférent, qui continue indéfiniment et dont vous comprenez peu à peu que personne ne sait qu'il est là. La peur ne vient pas de ce qui vous poursuit. Elle vient de l'idée que vous pourriez ne jamais être retrouvé, non pas parce qu'on vous cache, mais parce que personne ne dispose de la carte. C'est exactement ce qui est arrivé à Philibert Asper en 1793. Sauf que cette peur est une fiction née d'une image postée sur un forum. Et que sous Paris, elle est cadastrée. La deuxième question, qu'y a-t-il encore là-dessous ? Et la réponse honnête, c'est qu'on ne sait pas. On ne parle pas d'un mystère poétique, on parle d'une lacune administrative documentée. L'Inspection générale des carrières travaille depuis 1777, elle dispose de plans, elle consolide, elle surveille, et elle ne connaît pas l'intégralité du réseau. Les cataphiles, eux, ont recensé des salles que les cartes officielles ignorent. Certaines sont aménagées, certaines portent des noms depuis des décennies. Les arènes de Chaillot n'ont pas été découvertes par une enquête. Elles ont été découvertes par accident, pendant un exercice, par des policiers qui cherchaient autre chose. Combien d'autres salles ont-elles échappé à cet accident-là ? La question n'a pas de réponse, et c'est précisément ce qui devrait vous tenir éveillé. La troisième question est la plus dérangeante, et c'est celle avec laquelle je voudrais que vous repartiez. Dans cette affaire, il n'y a pas de victime, il n'y a pas de corps, il n'y a pas de coupable, parce qu'il n'y a jamais eu de condamnation. Et pourtant, il y a un échec d'autorité total, méthodique, documenté sur 70 ans. Un arrêté d'interdiction en 1955 que personne n'applique. Une brigade dédiée qui ne peut pas couvrir le terrain. Un service d'État vieux de 2 siècles et demi qui ne détient pas la carte complète de son propre domaine. Une salle de 400 mètres carrés, électrifiée et raccordée au téléphone, qui fonctionne tout un été sous l'un des quartiers les plus surveillés de Paris. Un tribunal qui constate qu'aucune loi ne couvre le cas. Et, en 2025, un aveu écrit devant le Parlement. On a l'habitude de penser l'échec de l'État comme une erreur, un dossier mal instruit, un indice raté, un suspect relâché. Ici, ce n'est pas une erreur, c'est structurel. Il existe, sous la capitale d'un pays de 68 millions d'habitants, un territoire de 300 km que personne ne contrôle et que personne ne peut contrôler. Et ceux qui l'occupent le savent depuis 1981. Il reste une dernière chose, et c'est peut-être ce qui rend cette histoire inoubliable. Quand les policiers sont revenus, 3 jours après leur découverte, ils s'attendaient à trouver une installation à démonter et des gens à identifier. Ils ont trouvé une salle vide, des câbles coupés et un message.
Ne cherchez pas. On a toujours lu cette phrase comme une provocation, un pied de nez, une signature. Je crois qu'il faut la lire autrement. Je crois que c'est un constat. Il ne disait pas « Vous n'avez pas le droit de nous chercher ». Il disait « Vous n'en êtes pas capable ». Et 22 ans plus tard, ils ont toujours raison. Alors, la prochaine fois que vous marcherez place du Trocadéro ou dans n'importe quelle rue de Paris, souvenez-vous simplement de ceci. Sous vos pieds, à quelques mètres, il y a des couloirs. Ils sont vides, ils sont éteints, ils vont dans toutes les directions et il n'existe aucune carte complète de l'endroit où ils mènent.